Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Nancy Forum International de la construction bois. Et avec mes trois invités, nous allons parler d'un des plus beaux chantiers du moment, puisque c'est celui de la reconstruction de Notre-Dame et bien sûr des charpentes. Avec moi pour en parler, monsieur Damien Bisson. Damien, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous êtes le directeur général de Lebras Frères. C'est ça. Et on verra après qui est Lebras Frères. À côté de vous, monsieur Sébastien Faure. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le directeur des opérations de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Et à côté de vous, monsieur Jean-Louis Bidet, vous êtes le directeur de l'atelier charpente des ateliers Perrault, c'est ça? Tout à fait. Je l'ai bien dit. On va commencer avec vous, Sébastien. Première question, je voudrais juste que vous nous rappeliez ce qu'est l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Oui, l'établissement public Rebâtir Notre-Dame a été créé fin 2019 avec comme mission principale de superviser la reconstruction de la cathédrale en 5 ans et également comme mission de valoriser les métiers d'art et les savoir-faire qui se déploient aujourd'hui sur le chantier qui est en cours. Qui est en cours. Et aujourd'hui, on va parler du savoir-faire des charpentiers. Justement, à propos des charpentes, quels étaient les grands enjeux de ce projet de reconstruction? Alors d'abord, l'histoire de la reconstruction de cette charpente, ce sont deux histoires différentes. Une histoire d'une charpente 19e, celle de la flèche et du transept, et une histoire de la charpente médiévale, celle du chœur et de la nef, avec un point commun atypique, à savoir que le maître d'ouvrage a fait le choix de fournir aux entreprises les bois nécessaires à la reconstruction de la charpente. Et puis de grandes différences, avec en particulier comme principale différence le fait que les bois de la charpente, de la flèche et du transept soient des bois qu'on qualifie de ressuyés, c'est-à-dire qu'ils ont dû sécher. Et donc ça nous a amené à envisager des séquences d'abattage très tôt dans le déroulé de l'opération, avec des premiers abattages qui ont eu lieu dès l'hiver 2020-2021, grâce, encore une fois, il faut le rappeler, aux mécénats nombreux qui nous ont permis de fournir les bois dont nous avions besoin, avec une supervision de France Bois Forêt sur cette fourniture. Sur cette fourniture. Donc là, on voit une des premières images sur le choix de ces arbres. Tout à fait. Là, on est en forêt de Bercé, on doit être en mars 2021, c'est peut-être même le premier chêne qui a été abattu. On avait déjà en mars 2021, grâce aux architectes en chef des monuments historiques, la liste complète des arbres dont nous avions besoin, des débits dont nous avions besoin. Et ça a permis, dès l'hiver 2020-2021, de débuter les abattages, de réaliser d'ailleurs l'essentiel des abattages qui se sont avérés nécessaires ensuite pour construire la flèche et le transept. Voilà, la nef. Excusez-moi, la flèche et le transept. Quelles devaient être les caractéristiques de ces bois, outre le fait qu'ils soient ressuyés? Alors je ne sais pas si vous voulez répondre ou si vous souhaitez répondre. Donc du coup, le cahier des charges, comme Sébastien vient de le dire... Non, juste avant, parce qu'on avance à peine trop vite, je voudrais que vous présentiez Lebras et le groupement que vous représentez. Donc du coup, je suis Damien Brisson de l'entreprise Lebras Frères. On a candidaté pour l'appel d'offres de la flèche, de la reconstruction de la flèche, avec un groupement d'entreprises. Donc on était 4 entreprises. L'entreprise Crueur Charpente, Asselin et Métiers du Bois. Et nous-mêmes qui étions mandataires, l'entreprise Lebras Frères. Voilà. Et je reviens à ma question. Sur les bois, vous avez besoin de quoi en fait? Alors du coup, sur la qualité des bois, forcément, la matière première, on la contrôle. Donc il y a un taux d'humidité qui est contrôlé. Il faut construire dans des pourcentages acceptables. Donc ça, c'est vraiment analysé. Après, on regarde s'il y a une présence de flash, de nœuds, son contrôle de flèche, des choses comme ça. Donc chaque pièce a été analysée. On a reçu 2500 pièces environ. Et centimètre par centimètre, on a tout contrôlé, vraiment tous les débits ont été contrôlés, quoi. Tout a été contrôlé. Ça, c'est la base en fait. C'est la base du travail, c'est la base du métier, j'allais dire. C'est ça. Et puis pour trouver vraiment le sens, vraiment en corrélation de son positionnement, parce que le choix de l'arbre a été déterminé avec un débit. Donc les architectes ont choisi l'arbre là parce qu'on pouvait débiter une certaine section. Et tout ça, donc, 1 an avant, pour que le bois soit ressuyé, a été analysé, quoi. Donc chez nous, après, on a reçu tous ces bois. Il a fallu les prendre possession de cette matière. Donc il y a un contrôle, une réception, on va dire, du réception produit. de la matière, réception voilà, du produit. C'est ça. Sébastien, vous vouliez Oui, ajouter quelque chose? peut-être ce qu'on voit sur la photo à l'écran.
Nous sommes dans la scierie des géants. C'est une scierie qui s'est spécialement adaptée pour pouvoir permettre de tailler ces arbres exceptionnels par leur longueur. Les grumes que l'on a mis à disposition des charpentiers pour qu'ils les taillent faisaient parfois plus de 20 mètres de longueur. Donc c'était des dimensions tout à fait exceptionnelles, des diamètres de l'ordre du mètre, légèrement inférieur au mètre. Et donc, dans le mécénat dont je parlais tout à l'heure, il y avait à la fois la fourniture des chaînes, mais il y avait également un mécénat des scieries qui ont scié ces grumes pour en faire les débits. Et ce sont l'ensemble de ces débits qu'on a remis aux charpentiers du groupement Lebras dès lors que leur contrat a été signé. D'accord. Il y a une cinquantaine de scieries, hein, quand on a fait le récap. Une cinquantaine de scieries en tout, donc on beaucoup de gens ont citer. participé vraiment à cet ouvrage, quoi. Voilà. Sur la flèche, alors on va partir finalement, hein, vous m'en voudrez pas, on bouscule un petit peu ce qu'on s'était dit, mais comme on en parle, qu'est-ce que vous aviez besoin on voit des chaînes très grandes, très importantes, ça veut dire qu'on avait besoin de très grandes sections. Explique-nous un petit peu ce qui fait la particularité de la flèche de Viollet-le-Duc. La flèche, donc, c'est un ouvrage qui fait 60 mètres de haut, qui a environ un volume de 750 mètres cubes de bois. Avec des sections vraiment du hors norme, hein. On a du 40-40, 40-60, il y a les jambes de force pentagonales qui sont vraiment exceptionnelles, c'est 10 mètres de long par 40-60 moisé, c'est des pièces vraiment uniques. C'est des choses que vous faites très rarement. Aussi gros, c'est du jamais vu, enfin, voilà, pourtant on en a fait beaucoup des projets, mais dans ces proportions-là, c'est vraiment unique. Voilà. D'accord, quelque chose d'unique. Pour vous, enfin pour tout le monde, c'était quelque chose d'unique. Vous qui avez travaillé sur la charpente médiévale, sur la flèche, vous auriez d'ailleurs aimé y aller ? Oui, en fait, les charpentiers ont fait un très beau travail. N'importe quel charpentier aurait aimé travailler sur la flèche. Donc le groupement constitué a remporté le marché, l'ouvrage est réalisé, c'est très bien ainsi. Nous avons suivi de près cet ouvrage. En tant que charpentier, toute cette part de métier nous a intéressés. On est sur le même site avec un objectif commun, réussir le chantier. Donc les entreprises soit, mais après les charpentiers, la coopération des charpentiers entre eux ont forcément partagé en étant sur site ou à travers des échanges ce qui se passait dans un atelier et dans l'autre. Et la finalité, c'est un chantier réussi et c'est ça l'essentiel. Oui, d'accord, et même sur le terrain, c'est des compagnons, on est tous charpentiers, donc on regarde un peu son voisin et on est fiers. Je sais, vous connaissez. On se croise forcément, Oui, voilà. Mais on est assez fiers tous de participer à cette construction, forcément. Et puis peut-être rappeler que l'ampleur de la tâche a amené les deux entreprises qui m'entourent à envisager un groupement, c'est-à-dire qu'il y avait tant à faire qu'à un moment il a fallu réunir les forces pour être capable de réaliser ce qu'on attendait d'eux. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit sur la photo, on est à Briey, donc dans les ateliers de Bras Frères, et la particularité de ce groupement, c'est qu'il a fait le choix de réunir les moyens. Donc les hommes ont été réunis dans un même lieu, ont travaillé ensemble, ont taillé ensemble, et voilà, il y aurait pu avoir une autre approche qui aurait constitué à se séparer les parties de la flèche. Ils ont fait le choix de le faire ensemble et ça se sentait très fortement quand on allait les voir. Il y avait effectivement la cohésion des charpentiers dont Jean-Louis Bidet parlait. Ils ont été sans doute parfois concurrents, mais c'est une très bonne remarque et du coup il y a le cahier des charges qui était vraiment très serré. Et on avait un pic de 70 charpentiers à l'atelier. 70 personnes ont travaillé. Donc du coup, chez moi, j'ai pas tous personnel. Donc forcément, pour vraiment répondre, voilà, on s'est groupé avec plusieurs charpentiers pour vraiment relever le challenge. Ce qui a été fait. Et la petite particularité, c'est que vous aviez 3 boîtes, 3 sociétés, mais comme si vous en aviez qu'une. On a mélangé le personnel comme s'il y avait juste une entreprise qui réalisait les travaux de Notre-Dame. C'était pas Lebras ou Cruard, c'était vraiment du partage. C'était du partage. On partageait les équipes. Voilà. Je reviens sur les caractéristiques techniques, on va dire, de cette flèche. Oui. Ouvrage exceptionnel, hein, vous venez de le dire, section exceptionnelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un temps d'apprentissage, un temps de formation? Comment vous avez travaillé avec vos compagnons sur un ouvrage qu'ils n'avaient jamais réalisé et qu'ils ne réaliseront peut-être plus jamais? Alors du coup, même avant de commencer, donc on a fait tout ce qui est tracé des purs, mais avant de tailler les pièces, faire les assemblages, on a fait des petits des exercices de contrôle pour vraiment refaire bien comme c'était à l'époque, pour vraiment assurer la taille, parce qu'on n'a qu'une pièce. Hein. Si elle est... Vous n'avez qu'une pièce, donc il ne faut pas la rater. Si elle est ratée, on n'en a pas une deuxième. Vous avez vu les arbres qu'il fallait, donc il y a un débit pour une pièce. Donc vraiment une grosse pression par rapport à la taille. Et du coup, on faisait des petits gabarits, des prototypes, on va dire, pour vraiment s'assurer que ça fonctionnait bien et puis que tout s'emboîte bien, quoi.
Donc une grosse pression là-dessus. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans cette pression, en fait, les chaînes qui ont permis la réalisation de ces pièces avaient plus de 200 ans. Et en fait, la pression qui vient d'être exprimée, c'est la pression que chaque intervenant a exprimée à chaque phase. Les scieurs ont exprimé cette pression, le fait de ne pas pouvoir se rater. Là, au niveau de la taille, il y avait cette pression. Quand il y a eu le montage, il y a eu cette pression parce qu'il y a 200 ans de travail derrière pour réaliser cette matière première qui est indispensable à la réussite de ce projet. C'est une forme de respect en fait de la matière. On a vu l'assemblage. Malheureusement, on ne pourra pas tout détailler, mais donnez-nous un détail technique qui vaut ça. Sinon, posez problème, ou en tout cas, dont vous êtes très fiers aujourd'hui, un détail de cette flèche, et après, vous me parlerez du montage. Par exemple, il y a le poinçon central qui fait 50 mètres de long, donc c'est 4 morceaux de 12 mètres, donc c'est une pièce qui est vraiment travaillée avec des décharges. Donc il a fallu trouver un outil pour vraiment rouler la pièce. Donc c'est une pièce qui est un peu arrondie comme ça, et c'est comme la colonne vertébrale de la charpente. Et ça, c'est vraiment un ouvrage très particulier parce que c'est un élément qu'on déplace d'épure en épure et qui nous permet vraiment d'assurer le traçage du volume, quoi, en fait. Voilà. Et tout a été monté et avant l'atelier. Comme vous voyez sur la photo, là, on a fait aussi donc une mise sur ligne, mais également des montages à blanc pour vraiment simuler la mise en place des pièces l'une dans l'autre et puis vraiment faire l'exercice après sur le terrain, parce qu'après, comme vous voyez sur le site, donc là, voilà, vue aérienne, c'est la partie du tabouret. Donc on avait fait ce montage-là à blanc pour... le tabouret, pour ceux qui ne sauraient pas. Le tabouret, c'est vraiment l'assise de la flèche, c'est le départ, c'est les quatre pieds. Voilà, c'est ça. Donc toute la descente de charge se fait dans ces 4 angles de la croisée, quoi. Donc c'est vraiment c'est la première en rayure, quand je parlais tout à l'heure d'une pièce de presque 1 mètre de haut, parce que c'est 3 couches qu'on empile, 3 poutres qu'on empile l'une sur l'autre, et c'est voilà, ça fait 1m30 de haut, donc c'est vraiment très spectaculaire. Là, vous aviez les demi-fermes périphériques, donc pareil, c'est un levage qu'on a essayé de faire préassembler au maximum, pas faire du pièce par pièce, pour essayer aussi de sécuriser le travail sur le terrain. Donc il y a des mesures complémentaires de renfort qui ont été faites pour pas qu'il y ait de casse, parce qu'autrement, ça, c'est la catastrophe. Oui, pareil, 0 casse. Donc on a moisé, on a fait des renforts pour vraiment amener cette pièce-là dans cette masse d'échafaudage. Petite parenthèse, l'échafaudage aussi qui nous a bien, permis de travailler en sécurité, ce qui est spectaculaire aussi, hein. Il monte avec nous jusqu'à 100 mètres de haut, il est autostable, il s'appuie sur nulle part. Et heureusement qu'on avait cet ouvrage-là, donc un grand merci aussi à Europe Échafaudage de sa participation, et du coup qui nous a permis de réussir cette prouesse, quoi. Ouais. Aujourd'hui, la flèche est montée, hein, on peut la voir, c'est ça. Elle est couverte. Mais vous allez l'étudier, vous allez continuer à regarder comment elle évolue, comment elle se met en place, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, voilà, on est en haut, on a mis en place l'aiguille, ça c'était le dernier élément, c'est la partie somnitale. Et après, c'est la place aux couvreurs. Donc les couvreurs mettent les tables de plomb, les ornements, donc elles commencent à se mettre en charge. Et avec nos bureaux d'études, CSB et bureau d'études Calvi, on a des contrôles périodiques qui sont réalisés. Donc il y a même des scans 3D pour vraiment voir les mouvements de la flèche et voir vraiment sa stabilité. Et puis un peu recroiser les valeurs théoriques avec les calculs qu'on a pu faire, quoi. Voilà. Et pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien et vous voyez vraiment le rendu. Ça, c'est une photo qui a 15 jours, hein, qui est très récente, avec les éléments de couverture. Donc forcément, notre belle charpente en bois est recouverte de plomb pour la protéger, quoi. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sébastien, par rapport à cette flèche? Vous parliez de la surveillance de la charpente qui concerne d'ailleurs tout à la fois on va en la reparler charpente tout à l'heure. Carénave que la charpente de la flèche, qui a cette instrumentation de chantier que les entreprises ont mis en place pour s'assurer qu'elle évolue normalement, et on est en train de mettre également en place une instrumentation de plus long terme pour qu'on puisse la voir évoluer dans les années, voire dans les dizaines d'années à venir, pour s'assurer que toute sa période de séchage, hein, qui va sans doute prendre une vingtaine d'années, se passe sans difficulté, et si on identifie des difficultés, être capable de réintervenir pour apporter les mesures correctives et assurer une pérennité qu'on lui souhaite supérieure à celle qui avait été réalisée au XIXe siècle. On n'a pas tout dit, mais on a presque tout dit, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux rajouter? On a parlé de l'atelier, forcément, hein, l'étape est primordiale, sûr, ouais. Et puis les équipes de pose. C'était vraiment du partage. On peut dire qu'il y a eu 200 charpentiers qui ont travaillé sur la flèche.
On a essayé de faire tourner tous nos effectifs dans toutes nos sociétés, un peu des gens d'extérieur également, des apprentis. Enfin, on a essayé vraiment de partager un peu ces moments-là qui sont uniques. Hein, on s'en souviendra toute notre Oui, vie. ça c'est pour toute la vie. Hein. Aussi haut, aussi important. Donc voilà, on est très fiers de la réussite du groupement. En tout cas, voilà, c'était vraiment, on a appris à se connaître aussi. Hein, c'était pas sur le papier, on répond à un dossier, mais après, on vit ça tous les jours et ça s'est très bien passé. Vraiment une bonne cohésion et du partage, quoi. Voilà. Bravo, merci. Ouais. Et on va partir avec la charpente médiévale. Alors je ne sais pas où on en est dans le déroulé des photos, mais on va faire un peu la même chose. On va partir en forêt d'abord. Oui, tout à fait. Vous voyez, le Je reviens déroulement vers des vous après, photos est idéal, puisqu'effectivement, on se retrouve à nouveau en forêt. Alors on se retrouve en forêt, mais on se retrouve en forêt à l'automne 2022. Tout à l'heure, je vous disais mars 2021. Là, c'est l'automne 2022. Et je vais laisser assez rapidement la parole à Jean-Louis Bidet, parce qu'au contraire de ce qui a été fait pour la flèche, là, le choix des chênes a été vraiment un travail partenarial intense. Il y avait peu de temps, un petit trimestre, et entre l'ONF et le groupement Atelier Perrault, Atelier Démon. Je veux juste quand même indiquer, quand on parle des grands enjeux, on avait indiqué sur la flèche la nécessité de pouvoir abattre très vite. Pour le chœur et pour la nef, la maîtrise d'œuvre, Rémi Fromont en particulier, souhaitait réellement qu'elle soit taillée à la main. La taille manuelle était un enjeu essentiel était dans les cahiers des charges, et on avait quand même une préoccupation de savoir si ce savoir-faire à l'échelle d'une telle charpente existait encore. Et on a eu la chance de voir une candidature arriver avec un groupement, l'atelier Perrault, avec toute la sécurité que ça peut apporter. C'est une entreprise très reconnue, une entreprise sans doute plus familiale, moins connue, l'atelier Démon, mais avec ce savoir-faire par contre comme expertise totale. Donc c'est quelque chose qui nous a énormément plu dès l'analyse des candidatures et des offres. Jean-Louis, vous avez la parole. Avant, juste, on a commencé à présenter le groupement. Présentez-nous le groupement, les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, alors, pour la partie taille, choix des bois à taille, un groupement constitué Atelier Perrault, Atelier Démon, donc une entreprise en Anjou, une entreprise en Normandie, et se sont adjoints avec nous pour le levage des charpentes dans le ciel parisien, l'entreprise Paris Charpente et l'entreprise Rienland, deux entreprises connues et qui sont venues nous rejoindre pour le levage, étant donné parisien, par rapport à des méthodes, par rapport à des besoins d'effectifs aussi, pour compléter par rapport au délai à tenir et la qualité du travail à produire. Donc voilà le groupement constitué. Et après, comme dit Sébastien à juste titre, là on a une photo qui montre le lien entre l'ONF, main dans la main, avec les charpentiers derrière, choisissant les pièces de charpente dans les arbres en forêt. Parce que l'exercice, il est là. L'exercice, il est là. On choisit l'arbre en fonction des besoins, c'est ça? On choisit la pièce de charpente dans l'arbre qu'il faut trouver. C'est ça l'exercice. C'est-à-dire qu'on identifie une pièce de charpente, un entrée, par exemple, qui va faire 12 mètres de long sur... Juste terme technique, pour ceux qui ne sauraient pas, un entrée, qu'est-ce que c'est? C'est la pièce horizontale située, qui traverse les murs bahus de part et d'autre, nord-sud, pour retenir les pieds de ferme, pour éviter les poussées sur les murs, en fait. Donc c'est une des plus grandes pièces de la charpente. Et en fait, on l'a identifiée à travers sa forme. Elle peut être droite, elle peut être légèrement courbe. Par rapport à sa section telle qu'elle était avant l'incendie, c'est-à-dire les charpentes médiévales ayant été relevées pendant 6 mois avec Rémi Fromont, Cédric Tronceau, un relevé extraordinaire qui a permis d'avoir des assemblages, des sections de bois, des formes, des traces d'outils, des traces de marquage, et grâce à tout ça, le dossier a pu être constitué tel que l'expliquait Sébastien tout à l'heure, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. On est ressorti donc toutes les singularités des pièces de bois dans les charpentes médiévales avec les sections, les longueurs. À partir de ça, on est allé en forêt, travailler avec l'ONF dans les forêts domaniales pour choisir ces fameuses pièces de charpente dans des arbres. Et les arbres, fait-il, qui correspondent au plus près à la section attendue, c'est-à-dire très peu d'aubiers, hors aubier pratiquement, droit ou pas droit, quelques singularités qui ne sont pas des défauts, parce qu'un nœud... quelquefois, on peut dire il peut être éliminatoire, mais finalement non. Et là où il est situé, il ne sera pas gênant, tel qu'il sera disposé dans la charpente. On a passé 4 mois, des très bons moments, automne et hiver, l'année dernière, à choisir les 1300 arbres qu'on a eu besoin pour la nef et le cœur de Notre-Dame. Donc en fait, pour schématiser, vous saviez quelle pièce exactement vous vouliez, vous saviez exactement quelle forme elle devait avoir, et c'est ce qui vous permettait de choisir l'arbre. Oui, tout à fait. Et donc ça pouvait être dans la forêt de Troncet, la forêt de Bercé, Bellem, ou 4 ou 5 forêts principales sur le territoire,
plus quelques forêts privées qui se sont adjointes, et des arbres de différentes longueurs. Sachant qu'une pièce de charpente, elle est faite dans un même arbre, dans sa section, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bois de brun, le cœur en son milieu, assurant une bonne tenue de la pièce sur l'instant et dans le temps, parce que c'est du bois vert. On abat des arbres qui sont à un taux d'humidité très élevé, autour de 70%. La charpente est taillée quelques mois après. Donc en fait, il faut appréhender au mieux ce qui va se passer dans sa vie d'après à l'arbre. Quand il va sécher, comment il va se comporter. Donc l'exercice précis était là. Et on a un seul hiver, Sébastien l'a dit, pour avoir le nombre d'arbres suffisant. Alors quelques-uns ont été pris en plus au cas où, mais ces arbres-là n'ont pas été perdus. Ils ont servi pour faire des ouvrages secondaires qui sont des planchers, qui sont des chemins de visite dans la nef et dans le chœur. On avait pris une petite marge de sécurité. Combien d'arbres en tout? 1300 arbres mis de côté pour ces deux grandes charpentes médiévales. Pour cette charpente qu'on appelle toujours la forêt. Alors la forêt, c'est son nom. Donc on peut dire de la forêt à la forêt. De la forêt avec à la tout forêt. le chemin parcouru pendant environ une année pour arriver à nos fins. La grande particularité de cette charpente et l'exercice pour vous, c'était de tailler des bois verts et de le faire manuellement, c'est ça? Oui, manuellement, et à la différence de l'époque Viollet-le-Duc où l'outil mécanisé avec les scies était là pour avoir des bois d'une autre manière de faire et d'un autre outil, d'une autre époque. Nous, on a remonté le temps et au 12e, 13e, quels outils étaient utilisés? Donc les haches pour dégrossir, les deloirs pour affranchir et avoir les parements les plus droits possibles. Tout ça, c'est fait avec le savoir-faire, avec la main du charpentier, des savoir-faire transmis depuis cette époque. Je vais demander si on peut repasser la photo qu'on avait avant. Voilà. Là, ces outils, c'est quoi alors? À gauche, vous avez en fait, on a deux deloirs de deux formes différentes. On a d'abord, en fait, on prend l'arbre, on extrait une pièce de charpente d'un arbre rond. On extrait une pièce carrée ou rectangulaire en gardant le cœur dans son axe d'un arbre rond, une grume en fait, un arbre coupé. Et pour ce faire, on a deux traits de scie pour déjà avoir un gros plateau en laissant un petit peu de sursection. Et latéralement, on suit le fil du bois en équarrissant, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper le fil du bois pour garder la bonne résistance de la la pièce de bois. Et si on passe avec une lame de scie, si le bois est courbe, on va couper sa fil, il perdra en résistance. Il ne faut pas couper le fil. Le fil, on le laisse, il a sa forme et on lui laisse sa forme. Alors, oui et non. En fait, ça vient de la forêt. Si on a un bois courbe, si on a besoin d'une pièce courbe d'un charpente, on va choisir un arbre courbe. Donc on va à l'équarrissage avec la hache, donc ça va suivre systématiquement. Ça va suivre la forme du... D'où l'intérêt de choisir la pièce dans l'arbre. Et on ne prend pas l'arbre pour faire la pièce. Il faut remonter au tout début. C'est ça l'exercice. Les haches que vous voyez ici, on a fait réouvrir avec des partenaires, la Maison Luquet et 5 autres Thaïlandiais en Alsace. Ils se sont réunis pendant 3 mois durant pour faire 60 haches identifiées Notre-Dame. Alors elles sont identifiées à plusieurs titres. Il y a les poinçons du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et le poinçon des 4 Thaïlandiers. Les poinçons aujourd'hui sont mis de côté, il n'y aura plus de haches qui seront refaites. Elles sont sacralisées Notre-Dame. Elles seront où? Elles seront chez vous, dans différents endroits bien connus, qui seront connus plus tard. Elles vont prendre de la valeur avec le temps qui passe. D'accord. Historique. Donc, on a bien compris, hein, vous travaillez des bois verts. Oui. Il y a eu le rôle d'une association qui s'appelle Charpentiers sans frontières, je crois. Quel a été son rôle? Charpentiers sans frontières, donc initié par François Calam, oui. Bien connu, qui a beaucoup œuvré pour Notre-Dame, et qui a activé cette association pour conserver et développer ses savoir-faire de taille manuelle à la hache. Ça remonte assez loin. En 1992, François Calam, qui se posait des questions par rapport à ces savoir-faire-là, en France, qui était endormi, voire même qui n'existait pratiquement plus. Il y avait une personne reconnue qui n'était pas de nationalité française d'ailleurs, a décidé d'aller observer dans le centre de l'Europe ce qui s'y passait. Des pays qui n'avaient pas eu la révolution industrielle comme nous au 19e, donc qui avaient gardé beaucoup de haches dans leur caisse à outils, ils continuaient à faire ce savoir-faire. Nous, Atelier Perrault, nous faisions partie du voyage. Enfin, l'histoire est ainsi faite. Donc avec François Calam, nous sommes allés, on a recensé certaines choses. Le temps est passé, et puis l'Atelier des Monts, donc, qui est avec nous, a été très acteur dans Charpentiers sans frontières pour faire des chantiers écoles, transmettre ses savoir-faire à des plus jeunes, à des artisans, en France et à l'étranger. Nous les suivions de près. Et le fait qu'on se soit associé pour mener à bien,
pour concourir d'abord, en disant nous pensons que nous pouvons restituer Notre-Dame telle qu'elle était. Le maître d'ouvrage nous a fait confiance, ce qui a fait qu'on a pu reproduire ces deux grandes charpentes au plus près de ce qu'elles étaient à l'origine. Parce que les haches, on les voit, les de Loire, en fait, l'exercice c'est de tailler du bois au plus près, mais de laisser une trace d'outil visuel sur la pièce de bois qui corresponde vraiment à ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie. Voilà, on a le même aspect. La même texture, le même, on dirait design aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas comment on disait au Moyen-Âge. Oui, derrière toute cette explication, il faut comprendre que ce n'est pas juste le respect de l'histoire. Il y a une volonté technique, un intérêt technique à cette taille manuelle. Jean-Louis le disait, le suivi du filet, il y a un rendu esthétique qui est propre à cette taille. Voilà, donc c'était pas juste pour du folklore. C'est pas juste pour le geste. C'était une nécessité architecturale et une nécessité technique d'avoir recours à ces systèmes. Et ça justifie, je poursuis Sébastien, ça justifie le fait de reproduire ces charpentes telles qu'elles étaient avant incendie dans tous ses sens. C'est-à-dire que le choix du bois en forêt, la forêt française dispose des bois de sections, de longueur ou de forme capables de reproduire ces charpentes-là. Le savoir-faire existe dans nos entreprises, que ce soit Atelier Perrault, que ce soit d'autres ateliers sur le territoire qui font partie du groupement dont Damien parlait tout à l'heure, d'autres artisans dans différentes parties de la France. Les outils, on les connaît, on les a reproduits. Dessiner la charpente, on sait le faire avec des épures, donc un tracé empirique qui existe, qui est propre au métier de charpentier. Et puis l'exercice qui a été fait, c'est de calculer Notre-Dame dans sa résistance technique pour savoir comment elle se comportait. Empiriquement, elle a tenu 800 ans environ. On l'a calculée en bois vert telle qu'elle est aujourd'hui, et on a fait une projection en bois sec dans quelques dizaines d'années pour voir comment elle se comporterait. Et entre les deux, il y aura une surveillance. Et on s'est rendu compte qu'elle tient, elle tiendra. Les assemblages, ils sont tous bois et bois, que des chevilles ou des assemblages pratiques et fonctionnels. Il n'y a pas d'éléments métalliques dans cette charpente. Zéro élément métallique. Elle est reproduite à l'identique. On peut dire ça ? Alors, identique, c'est jamais identique, c'est identique en tout point. Disons le plus fidèle possible. Le plus fidèlement possible. Et le travail qui a été fait pendant toute la phase d'étude avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est-à-dire on a dû faire environ 1000 plans et dessins. Chaque assemblage a été étudié par rapport aux relevés photographiques, aux relevés de Rémi Fromont, Cédric Tranceau, aux ortho-images. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des séances de travail, mais pour être le plus fidèle possible, pour ne pas se dire, une fois que la charpente est montée, ah, on est passé à côté de quelque chose. Là, on a évité ça, ce qui fait qu'on est le plus fidèle possible, on pense en tout cas, par rapport à ce qui existe avant. Le plus fidèle possible. Rapidement, une question, la même que j'ai posée tout à l'heure à Damien. C'est un point très particulier de cette charpente, quelque chose qui vous a impressionné, on va dire, en la faisant ou en la... Je dirais deux choses. On s'est mis dans les pas de ceux, on a essayé en tout cas de ceux qui l'avaient construit avant nous, avec les techniques les plus proches de ceux qui existaient. Non, ce que je retiendrai dans cette charpente, c'est les gens qui se sont réunis, ça a été dit pour la flèche, et nous en fait, dans l'atelier pour équarrir le bois, vous imaginez transformer 1300 arbres en autant de pièces de charpente. Ça a nécessité comme travail à la hache 4 mois pendant 20 personnes en Anjou, 20 personnes en Normandie. Donc du matin au soir, vous imaginez un atelier, vous entendez des bruits de hache pour équarrir, la de Loire avec un bruit qui siffle un petit peu plus sur la face des bois. Vous sentez le chêne. En fait, c'est une période qu'on a connue intense parce qu'on peut être amené à faire des chantiers de cette technique, mais petite taille. Mais celui-ci est hors catégorie. Donc ça réunit des gens sur un savoir-faire. Et les uns les autres peuvent se dire on y était. Mmh. Et en fait, d'avoir participé à ces techniques anciennes, c'est extraordinaire. C'est déjà ça, c'est ça l'extraordinaire. On n'arrive pas tout à fait au terme, mais on avance bien dans notre émission. Il y a une question qu'on s'est posée. C'est comment on relie en fait cette charpente médiévale et la charpente du 19e. Comment ça s'est passé ? Expliquez-nous tous les deux. Hein, oui, à un moment, forcément, moi je suis au milieu. Et puis, il y a un moment, vous venez vous. Et puis on doit se greffer. Donc forcément, il y a toute la période de préparation où il y a eu des plans qui ont été faits avec des lignes de trave et puis des épures. Et tout ça a transité entre nos deux lots, et puis pour vraiment relier nos deux charpentes, quoi. Vraiment avoir le nu du faîtage et des égouts, et comme ça pour que la concordance soit parfaite. Donc c'est ce qu'on a fait, ce travail-là, voilà, en toute intelligence pour vraiment pour la bonne réussite, quoi. Voilà. Techniquement, c'était simple à réaliser ou
Je parle de s'assembler. Bon, les charpentiers savent travailler ensemble. Il y a le travail bureau d'études, mais tout ça sous l'œil vigilant de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Il y a eu beaucoup de réunions techniques sur site, oui, mais dans nos ateliers. Et en fait, ça a été des moments que ce soit en forêt et jusqu'à là, on est l'abside avec. C'est toujours un petit peu spectaculaire de voir tous ces éléments rayonnants. On est dans le cœur de Notre-Dame. Donc, avant que les chevrons qui vont supporter la couverture soient posés. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai utilisé le bon terme. J'ai dit chevron, c'est pas bon. Hein. Si, vous envoyez à gauche, en fait. À gauche et à droite, à gauche et à droite. La dernière ferme complète, avant qu'en fait toute la partie rayonnante, gironnante, va tourner et vienne s'assembler comme ça. Donc, ce que dit Damien à juste titre, c'est qu'on sait travailler ensemble. Il y a des points de vérification à faire. Bon, et puis il n'y a pas de raison de se tromper. Donc, ça a marché. On sait faire. Et puis il y a d'autres lots. Il y a le tailleur de pierre, on a parlé d'échafaudage, il y a le couvreur. Oui, donc bien il sûr, y a des synthèses techniques avec d'autres lots qui sont très importantes aussi. On n'a pas parlé de toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les différents. Mais ça, on peut faire une émission qui dure toute une journée. Moi, je suis preneur, hein, si vous voulez. Mais vous savez, les gens sur un lieu comme Notre-Dame, que ce soit un tailleur de pierre, voilà, on voit les chevrons monter donc avec. Voilà, l'abside est complète. Vous voyez la partie circulaire. Donc, chacun a cœur de réussir son ouvrage et d'être bien avec les autres métiers, les autres corps d'État. Donc, le matin, ils se voient, les gars, ou dans la journée, tiens, il y a un sujet, est-ce qu'on peut regarder? Et quelquefois, il peut y avoir des petits problèmes qui n'en sont pas. C'est juste une vérification et le chantier continue et ça va. C'est très prégnant sur cette opération. On se retrouve sur d'autres chantiers, mais il y a quand même un effet Notre-Dame, une envie de participer à cette œuvre, de la réussir. Oui, j'imagine. Un challenge calendaire aussi, et ça s'est fortement senti avec les charpentiers, ça se sent aussi avec les autres corps de métier. Donc, ils ont été notre locomotive en 2023. On a un train qui est bien lancé maintenant. Il nous reste 8 mois pour arriver à la gare, et on a encore fort à faire, mais on est confiant et on leur doit beaucoup pour cette confiance. J'ai une dernière question pour vous, Sébastien. Puis après, on fera un petit mot de la fin pour chacun. Mais Notre-Dame a brûlé en avril 2015. Et est-ce qu'on va la protéger, cette charpente, par un système de protection incendie? Est-ce qu'on a prévu des éléments coupe-feu? Expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est. Ça va faire une bonne transition avec votre question précédente sur la liaison entre la charpente médiévale et la charpente du 19e, puisqu'en fait, entre ces deux charpentes, on a positionné du côté du chœur et du côté de la nef. La maîtrise d'œuvre a conçu des charpentes, des fermes coupe-feu métalliques recouvertes de plâtre qui permettent de compartimenter les différents espaces de la cathédrale, donc déjà de séparer la nef de la partie transept et flèche et de la partie chœur. On a également évidemment une détection incendie qui a été totalement reprise. Et puis on a mis en place un système innovant de brumisation, un brouillard d'eau qui permettent d'étouffer un éventuel début d'incendie. Donc Jean-Louis tout à l'heure a dit que les charpentiers avaient tout fait pour que cette charpente tienne durablement dans un contexte normal, on va dire sans aléas. Et on a tout fait aussi pour être capable de traiter ce risque incendie et de permettre de sauver, de protéger cette charpente si d'aventure un événement comme celui qu'on a connu en 2019 venait à se reproduire. Je vais vous demander à chacun votre mot de la fin par rapport au travail que vous avez réalisé. Damien. Le mot de la fin, forcément une grande... Pour vous, c'est fini du coup? Pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Alors, on est tous, on attend vraiment le 8 décembre 2024 pour vraiment souffler, on va dire. C'est jamais tout à fait fini. Pourquoi? Juste pour la petite histoire, c'est qu'il reste quelques pièces en pied du tabouret qu'on n'a pas pu placer tant qu'il y avait l'échafaudage. Il y avait des collisions de pièces encore, certaines pannes qui n'étaient pas encore positionnées. Donc du coup, c'est en train de se faire. Et puis après toute cette phase de contrôle qui est encore là aujourd'hui. Et non, une grande fierté d'avoir réussi ça dans un timing très serré, parce que c'est vraiment la contrainte forte, hein, c'est le planning. Il pleut, il y a du vent, il n'y a pas d'aléas, on tient le jalon, faut renforcer, il faut faire des plages horaires un peu plus importantes. Tout le monde a joué le jeu, c'est plutôt bien passé. La sécurité, c'est aussi très important, hein,
On est à 100 mètres de haut, on est très regardé, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des protocoles vraiment qui sont étudiés sur le levage, sur la façon de travailler. Beaucoup d'échanges, hein. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens aussi à rendre des comptes, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, de synthèse. On a rencontré des bonnes personnes, voilà, d'autres charpentiers. Voilà, tout le monde a bien, comment dire, évolué avec ce projet-là, du fait de sa proportion, du fait de sa place, en fait. Voilà. Très content d'avoir pu réussir ça avec toute notre société. Je ne suis pas tout seul, là, je parle au nom de tout le monde. Vous parlez au nom du c'est même le secrétariat, le bureau d'études, c'est les livreurs. Enfin, tout le monde a un petit peu participé malgré tout à cette construction, quoi. Donc une grande fierté. Ouais. Jean-Louis. Oui, on va terminer ce que l'on a en cours sur le chantier. Il y a encore des choses à finir. Vous n'avez pas tout à fait terminé. Non. Et donc, objectif qualité, objectif délai et bien vivre sur le chantier. Parce qu'un chantier sous pression, il faut bien l'appréhender pour bien vivre dans ce chantier, que ce soit sur le site, en fait. Mais les conditions, le chantier, je trouve qu'il a été calibré pour bien vivre sur la durée. Parce qu'entre travailler 1 an, 2 ans ensemble et passer, nous on y est depuis 2 ans, un petit peu plus, mais sur la durée, c'est pas facile de tenir dans la durée. Moi, je trouve que c'est le cas et ça pourrait, mais le chantier s'arrêtera le 8 et sera réceptionné le 8, mais c'est fait pour l'organisation est en place, et tant mieux. Donc on va terminer les choses, ça va bien se passer, et je retiendrai, il y a une date, on a posé le bouquet de la charpente le 12 janvier dernier, sur l'abside en fait, pour la pose de la charpente du chœur, et ce projet-là a été partagé sur site, nous l'avons évoqué, et au sein de nos sociétés. Et nous avons organisé un voyage de notre entreprise. 70 personnes sont venues en train et en car ce jour-là. On a passé une journée à Notre-Dame. Nous avons été accueillis par maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage pour partager ce moment-là. On a marqué ce temps-là. La pose du bouquet, c'est un élément symbolique fort pour la pose d'une charpente. Ça s'est passé sur la flèche, ça s'est passé aussi sur un nef. Et le cœur, en fait, donc l'entreprise, ça a développé... depuis 2 ans déjà, ça développe une énergie particulière. Et on s'en est rendu compte le 12 où on avait des sourires de Notre-Dame, si on peut dire. Des sourires de Notre-Dame, ok. Peut-être un peu de larmes aussi, non ? Sûrement. Sûrement, après, il faut savoir partir d'un chantier. Il y aura une larme de revoir, mais nous n'en sommes pas là. Sébastien, vous avez le mot de la fin. Alors, peut-être 3 petites choses. La première, la plus évidente, les remercier. Les remercier pour la qualité de leur travail et l'élan qu'ils ont donné encore une fois à l'ensemble du chantier. Remercier les ACMH, la maîtrise d'œuvre. Ils étaient là dès 2019, le lendemain de l'incendie. Les entreprises sont arrivées en 2022 et entre 2019 et 2022, il y a un travail énorme qu'on voit moins, qui est ce travail d'étude, ce travail de compilation historique. Ils avaient leur connaissance de l'ouvrage, tant Rémi Fromont que Philippe Villeneuve, et ça a été essentiel à la réussite de ce projet. Donc il faut les associer à ces remerciements. Et puis je regrette un petit peu qu'ils n'aient pas pu être ici pour partager aussi leur passion. Le deuxième point, c'est que la charpente est terminée, mais d'une certaine manière, elle débute, elle est en place. Donc il faut aussi savoir tenir compte des expériences du passé. Et il faut qu'elles vivent éternellement, entre guillemets. Donc on a parlé tout à l'heure des dispositifs de protection incendie, mais c'est aussi une surveillance, un entretien. Et donc il faut qu'on soit capable, sur les dizaines, centaines d'années à venir, de protéger, d'entretenir ce joyau. Et puis la troisième chose, c'est que je les envie quand même un petit peu, parce que même s'ils n'ont pas tout à fait fini, ils ont rempli leur objectif. Et nous, on a encore 8 mois intenses. On y arrivera et on aura la même fierté que le 8 décembre. Mais il reste encore 8 mois intenses et on n'a pas le droit au relâchement. Pas le droit au relâchement. Alors, bonne chance pour la suite. J'en profite, on a parlé tout à l'heure de Charpentiers sans frontières. Un livre a été réalisé qui s'appelle À taille humaine, livre publié par les éditions des Halles et que l'on peut trouver sur Kiosque 21. Voilà. Et donc je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. C'est donc une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Forum International Bois Construction et France Bois Forêt. Merci messieurs d'être venus jusque-là. Merci.